Voici un nouveau chapitre de la Bibliothèque des mémoires, consacré aux personnes qui ont vécu le cyclone ou non à Mayotte, mais surtout qui ont travaillé ou qui ont fait des actions bénévoles à la suite de l'événement. Bonne écoute. Je lance cette question. Es-tu prêt? Oui. D'accord. La première question, c'est est-ce que tu peux te présenter, prénom, activité et depuis combien de temps tu es à Mayotte? Ok, donc bonjour, Kevin Fati, je suis architecte et du coup actuellement directeur adjoint de la rénovation urbaine à la ville de Mamoudzou, en charge du programme de renouvellement urbain de Kawini. Et ça fait maintenant 6 ans que je suis à Mayotte. On va parler du cyclone ensemble. Toi, est-ce que tu avais déjà vécu un événement climatique de ce type ou un autre événement comme un ouragan, un tremblement de terre, un tsunami? Alors, on va dire, j'ai jamais vécu un événement climatique de cette ampleur. En 2019, il y avait déjà eu une alerte cyclonique à Mayotte. Euh, Effectivement, on s'était confiné, il y avait eu des mesures. Je pense qu'on était en alerte orange de mémoire, mais en fait, voilà, il y avait pas eu de dégâts. Il y a eu juste des fortes pluies et un vent un peu plus puissant que d'habitude, mais jamais, j'ai jamais rien vécu de cette ampleur-là en tout cas. On est dans une zone où il y a des cyclones. Est-ce que tu avais déjà entendu des récits familiaux ou d'amis de passage de cyclones ici, à La Réunion, peut-être à Madagascar, ou au Nunavut? Alors oui, donc moi j'étais un peu en lien avec la FPCNT par le travail notamment, et donc on avait un peu échangé sur ce sujet. Et après c'est vrai qu'en discutant aussi avec des collègues, donc la plupart des gens n'ont pas la mémoire d'événements de ce type, mais il y a quand même des récits qui existent, mais c'est vrai que dans la mémoire collective ça semble assez effacé, et je pense que la plupart des gens étaient vraiment surpris, et notamment par rapport aux réactions qu'on a pu avoir par rapport aux consignes de sécurité notamment, où on a bien senti que personne ne croyait vraiment à l'ampleur de ce qui allait arriver. Et toi, tu croyais pas Alors que ça allait bon, toucher Mayotte ou... de par mon métier, forcément, j'ai toujours quand on a dans la construction, dans l'aménagement, on intègre ces réflexions-là, que ça soit notamment par rapport au cyclone, mais aussi au séisme, aux inondations aussi, tout simplement. Donc la question du risque, oui, elle est présente en tant que professionnel. Après, c'est vrai qu'en termes d'expérience personnelle, on a toujours un peu du mal à appréhender ce genre de situation. Surtout quand on n'a jamais vécu ça, donc ça c'est clair. Et, euh, et oui, c'était une grande première, et fort heureusement, au niveau du bilan humain, aujourd'hui, on considère qu'il n'y a pas eu énormément de morts, même si je pense qu'il y a un sujet là-dessus dont on parlera. Du coup, toi, est-ce que tu t'y es préparé? Et si oui, comment tu t'y es préparé? Alors, pour être très honnête, ma préparation par rapport au cyclone, elle s'est faite aussi en parallèle par rapport aux consignes et aux décisions que j'ai dû prendre par rapport aux différents chantiers. Donc, en fait, moi, j'ai commencé à appréhender la possibilité d'une catastrophe. Donc, c'était le mercredi. Le cyclone était samedi. Donc, dès le mercredi, on a transmis des courriers à l'ensemble des maîtres d'œuvre dans le cadre de nos opérations pour demander à ce qu'ils prennent des mesures et qu'ils informent les entreprises de travaux pour mettre en défense les différents chantiers. Sachant que pour d'autres raisons, on avait déjà eu des expériences un peu négatives sur la protection des sites de chantier, notamment des pillages, des dégradations assez répétées dans un contexte voilà urbain un peu tendu.
Donc, il y a eu des conséquences économiques et c'est par cet angle-là qu'on a demandé, notamment au maître d'œuvre, de prendre des mesures pour éviter justement que les chantiers subissent des surcoûts, tout simplement. Et chez toi, il y a une préparation. Et chez moi, je La t'avoue maison elle a résisté, je sais que alors ma maison a résisté bien que je n'y croyais pas du tout. Alors j'avais beaucoup d'appréhension par rapport au fait que la maison que j'habitais ait ou pas des dégâts, hein, d'ailleurs. Et en fait, ce qui m'a encore une fois fait un peu plus concrétiser et réaliser l'ampleur de l'événement. Donc à la ville, on a eu une réunion d'urgence le vendredi, donc ça arrive tard, euh, où notamment a été décidé l'ouverture de certaines écoles, donc 14 sur la commune de Mamoudzou, pour en faire des centres d'hébergement. Là, du coup, la réflexion un peu a fait son chemin et c'est vrai qu'entre amis, on avait discuté de voir où est-ce qu'on pourrait être le plus en sécurité. Et bon, encore une fois, je reparle de l'expérience de 2019. On s'était plutôt regroupé avec des amis pour être à un endroit, pour regrouper des ressources d'eau, de nourriture, et aussi faire en sorte de passer l'événement ensemble. Et donc nous, on avait prévu d'aller chez des amis à Chiconi. Et donc on a commencé à regrouper nos affaires. Au moment de monter dans la voiture, on se rend compte que le pneu est crevé, donc il était entre 14h et 15h le vendredi. Euh, à ce moment-là, j'ai eu un petit moment de panique. Je me suis dit, avec ma conjointe, on discutait, bon bah attends, on va aller voir, essayer de trouver un garagiste ou quoi. Et je lui ai dit non, non, absolument pas. On essaie de trouver une solution le plus proche possible. Donc on a appelé d'autres amis qui étaient sur Mamoudzou, donc on habite à Passamenti. Et donc on lui a demandé s'il pouvait venir nous chercher. Et à ce moment-là, je sais pas, j'ai eu un espèce d'élan de déménagement. J'ai commencé à regrouper vraiment l'ensemble des stocks de bouffe qu'on avait à la maison, un maximum d'affaires. Euh, Parce que voilà, je savais pas, et comme souvent on sait jamais vraiment quand est-ce que la situation pourra être réglée, sachant que voilà, on connaissait pas encore la force de l'impact. Donc j'ai eu quand même une intuition, j'ai l'impression, par rapport à ça, où même ma conjointe me disait mais t'es fou, enfin tu t'es en train de remplir une voiture entière d'affaires, alors que en vrai voilà, on sait pas ce qui va se passer et ça devrait aller. Et donc voilà, on a passé le cyclone à Bonovo chez un ami qui était aussi l'ancienne coloc de ma conjointe, voilà, par ailleurs. Et est-ce que tu penses que ton entourage était prêt, que peut-être au travail, tes collègues et tes amis, eux, ils l'ont abordé en étant prêts ou un peu dans le déni? Hum, Très sincèrement, ouais, ouais. Le sentiment que j'ai, c'est vraiment, les gens se sont préparés, mais de manière presque symbolique, quoi. Ouais. Et donc effectivement, peut-être ça rejoint aussi cette question de la mémoire du risque. Je pense que du fait que beaucoup de personnes n'ont pas vraiment connu d'événements de cette ampleur, bah on sait pas vraiment non plus comment se préparer. Donc bien sûr, les gens essaient de suivre les consignes, mais beaucoup ont fait abstraction de ça. Sauf à Bonovo, du coup. Ouais, C'est prêt. où on était prêts. Est-ce que, du coup, tu peux nous raconter comment tu as vécu le passage du cyclone, un petit peu, voilà, le jour J, Ouais, du calme jusqu'à la tempête? ouais. On va dire que très de manière aussi pas pour s'affranchir du moment ou quoi, mais c'est vrai que le soir même
On était entre amis, donc on a passé plutôt un moment agréable. On était dans l'attente, mais en même temps, voilà, on a passé une soirée entre potes, quoi, assez classique. Et du coup, oui, on regardait par la fenêtre et on regardait dehors. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on sentait qu'il y avait quand même quelque chose qui se préparait. Je dirais, enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais vers minuit, 1 heure, on a senti qu'il y a eu quand même un espèce de calme qui s'est installé au niveau des vents, au niveau de la température aussi, une espèce de lourdeur. Mais vraiment, si on doit se représenter le calme avant la tempête, c'est un peu le sentiment qu'on a eu. On s'est dit, waouh, c'est incroyable, il y a aucune feuille qui bouge, les feuilles de bananier sont vraiment figées. On s'imagine pas à ce moment-là qu'il peut se passer quelque chose, quoi. Donc après, le matin, on s'est tous réveillés. Donc nous on était 4 dans le logement. Donc deux colocs de la coloc où on habitait, moi et ma conjointe. Et du coup le matin, je me rappelle m'être réveillé un peu tôt, vers 6h30, 7h. Et là, je commençais à regarder dehors et j'ai vu que voilà, il y avait une espèce de vent qui se levait. Seul, c'était l'alerte. Ouais, non, j'ai l'habitude de me réveiller tôt. Ok. Ouais, Mais c'est pas le SMS non, non, du non, vent qu'on a tous. non, c'est pas ça qui m'a. Je crois que le SMS est arrivé après, il me semble. Je sais plus, hein. Mais du coup, oui, j'ai eu le réflexe d'aller regarder par la fenêtre et du coup, j'ai vu que effectivement, il y a un vent qui s'était levé avec une direction qui était opposée à celle du cyclone, hein. Donc le cyclone aspire les vents et se renforce avec ces vents qui aspirent. Donc les vents étaient orientés plutôt nord-nord-est. Donc voilà, je sentais que là, effectivement, on, même presque de manière instinctive, on arrivait peut-être éventuellement à localiser la position du cyclone, quoi. En regardant les branches. En regardant les branches, la direction du vent, ouais, tout à fait. Et donc par la suite, donc il y a une pluie extrêmement forte qui a commencé à s'abattre. Je crois que c'est vers 10h. Et là, on a vu tout le processus un peu d'intensification avec une pluie qui a créé vraiment un rideau extrêmement dense. Donc juste pour un peu expliquer le contexte du logement, donc c'est une maison sur un seul niveau qui est un peu en surplomb d'une vallée, d'une rivière. Et donc forcément depuis la maison on voit l'autre partie de la vallée. Et donc sur la partie où on était, donc il y a des constructions plutôt en béton, en dur, avec des grandes maisons. Et en face on a tout le quartier informel de Bonovo, qui est quasiment entièrement composé de constructions en tôle. Et donc c'est vrai qu'à un moment on voyait plus du tout de l'autre côté. Et on a commencé à voir le phénomène s'intensifier, donc avec les arbres qui se penchaient de plus en plus, notamment les cocotiers, les bananiers qui ont commencé à se coucher de plus en plus, des branches qui commencent à voler. Et par la suite, ouais, on commence à voir vraiment les pluies qui rentraient de manière horizontale. Et donc là, après, j'ai plus vraiment la temporalité exacte. Mais du coup, la pluie a commencé à s'infiltrer dans les entrebâillements des nacos et des ouvertures de portes. Et ce qui nous a un peu marqué tous, où on était là, mais c'est complètement fou. En fait, à travers les entrebâillements de portes, donc des portes plutôt bien faites, on a des feuilles et de la terre qui passaient. Et du coup, on s'est dit, mais enfin, même d'un point de vue physique, comment est-ce que c'est possible qu'il y ait des éléments durs, voilà, qui passent dans des interstices aussi fines. Et là, on a commencé à se mettre tous à des endroits différents parce que il a commencé à y avoir des infiltrations
notamment à travers les réservations des gaines électriques, notamment. Donc en fait, on a des gouttes qui commençaient à tomber depuis les éclairages intérieurs et au niveau des fenêtres. Donc on a commencé à sortir les seaux, on a pris des serviettes, toutes les serviettes qu'on pouvait. On a commencé voilà, de manière un peu méthodique à s'organiser, à éponger devant chaque ouverture et à positionner des seaux au niveau de tous les luminaires. Et donc par la suite, voilà, on commence à voir les tôles qui commencent à claquer un peu plus fort. Euh, Vraiment, il y a un espèce de bruit aussi un peu particulier. C'est vrai qu'en échangeant avec pas mal de personnes par la suite, euh, beaucoup de gens ont décrit le moment du cyclone par des bruits ou le bruit du cyclone, une espèce de vent, que ce soit le vent lui-même ou le vent sur différents éléments rencontrés sur son chemin. Et du coup, c'est ça qui nous indiquait, puisque voilà, encore une fois, on voyait pas grand-chose dehors. Et là, effectivement, on voyait des éléments de tôle commencer à claquer de manière de plus en plus forte. Et le tournant un peu dans notre appréhension de l'événement, on avait laissé quelques mobiliers sur la varangue, hein. Donc les fenêtres donnaient sur cette varangue. Et en fait, à un moment, on a vu la table, donc qui est une table qui doit faire entre 3 et 4 mètres, donc en plastique, mais quand même assez costaud, se soulever. Donc se soulever de 1 mètre, 1 mètre 50 et exploser en l'air, c'est-à-dire que les pieds et la table se sont disloqués en plusieurs morceaux. Et en voyant ça, on s'est dit non mais qu'est-ce qui se passe? Genre vraiment, enfin, voir un objet se soulever et exploser par la force du vent, ça marque les esprits. Et on s'est dit là, les gars, ce qui arrive devant nous, c'est du jamais vu pour nous, mais je pense aussi pour le territoire. Ouais, c'est ce sentiment de puissance qui n'existe pas quand on voit un arbre se plier ou le vent au quotidien. Parce que oui, effectivement, voir des arbres se pencher, bon, ouais, enfin, j'ai des souvenirs un peu d'enfance de la tempête de 98, où voilà, pour moi, mes seuls souvenirs, c'est de voir les arbres vraiment se pencher avec un angle très important, et le lendemain retrouver des arbres par terre. Mais là, oui, on voyait les bananiers, on a commencé à voir des bananiers vraiment portés par le vent, avec encore une fois ce vent vraiment horizontal. Et je pense quelques minutes, en tout cas pas plus d'1 heure après ce soulèvement de table, on a commencé à voir des premiers éléments de toiture voler, et notamment toute la charpente de la maison sur 2 niveaux d'à côté qui a commencé à s'ouvrir entièrement. Donc ça, on arrivait quand même un peu à le distinguer, et surtout en fait les éléments de tôle sont venus se plaquer contre la façade de la maison, et notamment contre les ouvertures. Donc bon, la maison en été était assez sécurisée, avec des barreaux sur les fenêtres, comme c'est le cas pour beaucoup de maisons à Mayotte. Et en fait, donc du coup, la tôle est venue taper, et donc on entendait la tôle qui tapait de la toiture à côté. Et donc là, on commence à voir vraiment des éléments s'envoler, des arbres tomber, vraiment sur une distance assez courte, parce que peu de visibilité, quoi. Et donc nous, en fait, pendant tout ce temps-là, on était occupés à essayer d'éponger au maximum pour pas que la maison soit entièrement inondée. Et après, je crois que c'est vers 13h ou 14h que la pluie a commencé à baisser. Il y a eu des vents un peu forts. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à découvrir le paysage donc du bidonville en face, où on était incapable de se remémorer de l'aspect en fait de ce paysage-là avant. C'était un amas de déchets, plus aucun arbre, peut-être 1 ou 2 arbres isolés avec vraiment genre aucune feuille, 2-3 branches,
Et surtout, on a vu aussi des constructions qui étaient en parpaing, donc pas finies, hein, euh, qui étaient effondrées. Et vraiment là, ça met un choc. Ça met un choc. Et d'autant plus avec le recul voilà, de mon travail ici, donc je travaille dans l'aménagement, la construction. Donc quand je vois des éléments un peu en dur, en béton et tout, qui sont effondrés, je me dis non mais là ce qui se passe c'est grave. Et surtout on voyait aucun signe de vie en face, quoi. Donc là on se dit il y a peut-être si c'est comme ça ici, ça doit être le cas pour les autres constructions aussi, les bidonvilles, hein. Et les bidonvilles, bah ça représente la moitié de la population à Mayotte, hein, qui vit dans ce genre dans ce type de quartier. Et là on se dit mais on pense au bilan humain. Assez vite en fait, on a pensé au bilan humain. On s'est dit non mais là c'est pas possible, là il va y avoir des milliers de morts, on sait pas ce qui va se passer. Et ouais, donc on prend vraiment un choc, quoi. Là, je pense qu'il y a un trauma qui se crée instinctivement à ce moment-là. Toi, qu'est-ce qui t'a permis de... J'allais te demander, en fait, qu'est-ce qui t'a choqué après le passage du cyclone? Donc, c'est plutôt cette vision de bidonville. Enfin, du coup, la réalité du bilan, de se dire, bah, tout est dévasté, c'est apocalyptique. Et qu'est-ce qui t'a permis de tenir durant le cyclone et les jours qui ont suivi? Si tu as tenu, bon, on n'est pas tous obligés de tenir et bon, faut faut craquer, mais qu'est-ce qui t'a permis de continuer? Alors, bah, assez rapidement, donc on a commencé à réfléchir. Donc, bon, on est sorti dès qu'on a vu le temps se calmer. On allait regarder, voir un peu comment étaient dans quelle situation étaient les voisins. Quand ça s'est calmé, excuse-moi, je te coupe, définitivement, ou parce qu'il y a un moment où on était dans l'œil, Ouais. les gens sont sortis alors que ça a repris quelques temps après. Alors, donc effectivement, on réfléchissait à l'effet de l'œil, et pour nous, à partir de 14-15 heures, on était dans notre inconscient, puisque du coup, on était coupé de tout, hein, donc plus d'électricité, plus d'eau, plus rien, tout était coupé, plus de télécommunications aussi. Et donc en fait, la seule manière de s'informer à ce moment-là, bah, c'est d'aller voir déjà au plus proche, hein. Forcément, on va aller voir nos voisins. S'il y a besoin d'aide, c'est là où il faut être. Et pour nous, quand on est sorti à 15 heures, on était dans l'œil du cyclone. Donc pour nous, il n'était pas question de rester dehors. On est sorti pour regarder. Donc j'ai pas précisé, mais on a un chien aussi. Et donc on s'est dit c'est le moment de sortir le chien aussi un petit peu, pour qu'il aille faire ses besoins et le rentrer pour attendre la deuxième étape. Et alors pour moi, l'œil du cyclone, comme il est passé plus au nord-ouest de Mayotte, en fait, il n'y a pas eu cet effet retour et ce laps de temps. Donc nous, on imaginait avoir une deuxième vague. On a vu un moment le vent, donc sur ce qui est resté debout, hein. Donc voir les branches encore une fois repartir dans l'autre direction, qui était la direction initiale, donc le nord-est avant, enfin non, plutôt le nord-ouest, donc ouais, un peu différent du coup. Et là on s'est dit bah il va y avoir pareil, on s'attendait à vivre un peu ce phénomène de réintensification euh, qui n'a pas eu lieu, du coup, finalement. Donc quand on a compris que voilà les vents étaient partis, donc là à ce moment-là, j'ai quand même le souvenir d'un ciel très chargé, très sombre, avec quasiment une espèce de nuit qui s'est installée un peu plus tôt, et les nuages qui se concentrent aussi vers un point, vers une direction. Et donc très vite on est tombé sur des voisins. On a vu que sur la maison d'à côté, il y avait plus de toit au dernier étage. On s'est assuré que les personnes n'étaient pas restées dans le logement, donc étaient descendues d'un ou deux niveaux. Donc tout le monde a pu se réfugier en fait à ce moment-là. Et après on a regardé les maisons qui étaient situées
au-dessus. Et donc là, on a vu, on a compris que des amis habitaient là. On savait même pas que la maison était aussi proche, parce que il y avait la végétation qui était très dense, des arbres. Et en fait, on s'est rendu compte déjà que la maison était juste derrière. Ça, j'avais pris conscience de ça. Et du coup, on les a vus dehors et ils nous ont dit, bah nous, il y a plus de toit, on a dû se réfugier sous des tables et tout, parce que plus de toiture pendant le cyclone. Donc, on s'est dit, putain, mais l'événement traumatisant encore plus traumatisant du coup qui a dû être vécu par ces personnes. Et donc en fait très vite, donc c'était deux amis qui habitaient ensemble dans la maison. Une des deux personnes a décidé de se réfugier chez d'autres amis à lui, et l'autre, on l'a accueilli dans le logement. Donc on a augmenté la taille de la colocation cyclonique à ce moment-là. Donc on est allé l'aider pour récupérer un maximum d'affaires. Et voilà, on a aussi fait plusieurs allers-retours en se disant, bah voilà, là la situation est d'une telle ampleur qu'en fait on est incapable de savoir quand est-ce que les choses se remettront en route. Donc bah on pense tout de suite aux ressources, à boire, à manger, voilà, d'essayer de récupérer vraiment un maximum d'affaires. Et donc ça c'était la journée du samedi. Donc forcément, tout le monde n'a pas réagi de la même manière. Euh, on était tous choqués quand même. On a ouvert une ou deux bouteilles pour faire passer un peu le coup de ouais le coup de l'émotion. Et après, ben, on a essayé d'appeler à droite à gauche, d'avoir des informations. Alors, je sais plus trop comment ça s'est passé, mais je crois que j'ai réussi à avoir quand même un message qui indiquait que, donc je savais qu'il y avait une cellule de crise qui s'était installée à la ville. Ah non, c'est plutôt comme ça. Je me remémore en parlant. En fait, donc je savais qu'il y avait des gens qui étaient à la mairie, qui étaient en veille à la mairie pendant le cyclone, puisque tôt le matin, je sais pas, j'ai réussi à avoir recevoir une ou deux vidéos, et en fait, notamment, j'ai reçu une vidéo de collègues, donc sur des groupes internes entre collègues, euh, voilà, où ils étaient en train de filmer la rue du Commerce depuis la mairie, et où on voyait voilà, des toitures qui commençaient à s'arracher. Et donc bon, bah par réflexe, je me suis dit que bah forcément il y a des gens à la ville, donc s'il y a un endroit où je peux aller prendre des informations et, et essayer de me rendre utile aussi, bah encore une fois en tant qu'architecte à ce moment-là, je pense euh, on a aussi un rôle professionnel à tenir. On a quand même des capacités en termes d'identification, de solidité des ouvrages, une situation de danger, de risque. Donc à ce moment-là, voilà, je me rappelle que le dimanche, je me suis rendu à la mairie. Pareil, ça c'est un truc qu'on n'envisage pas tellement avant, mais j'avais 3 barres d'essence sur mon scooter. Et bien évidemment, je savais que les stations essence n'allaient pas être opérationnelles, ou en tout cas pas pendant un moment. Et donc, pareil, commence à se mettre en place une réflexion de, d'organisation des ressources. Ouais. Organisation des ressources, et on commence à compter le nombre de réserves d'eau qu'on a, de l'eau potable, de l'eau pour se laver, euh, et du coup, bah, l'essence rentre aussi là-dedans, et donc on se dit, mais on n'a pas de réseau de communication. On n'est pas sûr de pouvoir se déplacer, et il va falloir qu'on prenne la chose au sérieux. Et donc, arrivé à la ville, j'ai trouvé mon DGA. Je lui ai demandé, voilà, ce qu'il était possible de faire, voilà, comment est-ce que la ville comptait s'organiser.
Et du coup, il y avait de l'électricité puisque une partie de la mairie fonctionne sur générateur. Et donc, il y avait déjà un certain nombre de personnes qui étaient là et qui chargeaient leur téléphone. Et avec des personnes qui étaient en train de réfléchir déjà à une structuration des services de la ville, avec du coup l'information que lundi à 8 heures, le maire allait essayer de regrouper un maximum de personnes, donc que ça soit au niveau des services ou de la société civile, ou d'autres même euh, collectivités ou services publics, pour réfléchir à une structuration et au moins voilà un début de plan d'action. Donc ça c'était le dimanche. Le lundi, donc je me suis rendu à la ville. J'ai essayé de regrouper les collègues qui pouvaient être regroupés, que j'ai réussi à joindre, à contacter, ce qui représente très peu de personnes. Avec un soulagement quand même de joindre des gens. Avec un soulagement de joindre des gens, et c'est vrai que oui, j'ai pas parlé de ça, mais on recevait un peu au compte-gouttes. Donc à la mairie, il y avait un semblant de réseau aussi. Donc voilà, essayer de donner des informations déjà assez proches, d'essayer de prendre des informations autour de soi, de ses amis, de ses collègues, mais voilà, avec très peu de capacité d'échange, et certains téléphones marchaient, d'autres non. Donc voilà, un effet un peu aléatoire. Mais donc il y a un des colocs, hein, dans la coloc cyclonique, qui a réussi à avoir un réseau assez stable d'une manière très surprenante. Et donc, on a un peu rigolé autour de ça en se disant mais qui est-il, le fils de qui il est, pour avoir encore du réseau. On n'a jamais compris le fils de qui il était réellement, mais mais bon, c'était aussi une manière voilà de rigoler un peu aussi sur la situation. Et donc au moment de la réunion, le lundi matin, donc on voit que il y a un certain nombre de personnes qui sont réunies avec des services de l'État, avec des associations, avec des personnes de la société civile, qui étaient présentes, voilà, tout simplement pour prendre des informations et voir où il était possible d'aider. Euh, En parallèle de ça, à la ville, il y avait les centres d'hébergement, donc il y a aussi une logique de relais sur les personnes qui étaient sur place. Notamment, donc il y a des collègues qui ont passé le cyclone chez eux, qui ont dû rester plus longtemps parce que personne n'a pu les remplacer et qui du coup ne savaient même pas comment allaient leurs proches. Donc il y a eu vraiment aussi des situations où vraiment on se dit il y a quand même des gens qui ont tenu leur rôle, tenu leur poste pendant l'événement et même au-delà, par la suite, le temps que la relève puisse se faire. Et au détour d'un échange avec la directrice générale adjointe du service à la population, je l'ai entendu discuter euh, avec le directeur de la construction scolaire, en disant voilà que là il fallait identifier la capacité des écoles à réouvrir pour la rentrée, et du coup d'évaluer aussi l'état des centres d'hébergement. Donc c'est 14 établissements de la commune, en dehors des établissements du rectorat, donc collège, lycée, qui étaient concernés. Et donc aussi, il y a une petite anecdote, hein, mais la personne qu'on a recueillie dans la colloque cyclonique est également architecte, et notamment travaillé au CAUE. Et et voilà, à ce moment-là, il n'arrivait pas non plus à joindre sa direction. Donc, pareil, il était venu à la ville le lundi matin pour essayer de se rendre utile en l'absence de directive. Et donc on s'est regardé, on s'est dit non mais là il y a quelque chose d'urgent à mettre en place, à structurer. Donc dès le jour même, on a essayé de contacter un maximum d'architectes et de faire passer un message. Donc moi j'avais demandé l'autorisation au directeur général des services de
Donc je voyais que la ville essayait de s'organiser en cellules, et il me semblait assez clair qu'à ce moment-là, il fallait organiser une cellule architecturale euh, pour établir un diagnostic très rapide des établissements, et sachant que on avait eu écho aussi que des toitures étaient parties sur les centres d'hébergement. Donc qu'il y avait un potentiel risque immédiat sur les personnes qui étaient hébergées, qui de toute évidence n'allaient pas pouvoir retrouver un logement immédiatement. Donc il y a un peu cette mission un peu hybride entre est-ce qu'on est capable de rouvrir les écoles pour la rentrée, ou nous on a tout de suite dit attention, le sujet il est pas là immédiatement. Le sujet il est vraiment sur est-ce que les gens sont à l'abri là où ils sont actuellement, dans un espace où ils auraient dû l'être de manière permanente. Donc dès le mardi après-midi, je crois qu'on a réussi à rentrer en contact ensemble, donc toi à travers tes fonctions à l'ARS. Donc on a provoqué un rendez-vous pour voir comment vous étiez organisés. Et en parallèle, du coup, on a d'autres amis architectes qui sont déclarés volontaires pour venir dès le mardi pour essayer de structurer des premières équipes de manière complètement bénévole, sans aucun cadre formel, quoi. Donc on a réussi à être en relation assez rapidement avec la FPCNT. Ils sont venus vers nous d'ailleurs Ouais, prendre des nouvelles. tout à fait, tout à Ouais. fait. Avec l'ordre des architectes, j'ai eu des contacts directs avec l'ancienne présidente de l'ordre, le nouveau président, qui déjà demandait des nouvelles. Donc ça faisait plaisir aussi de voir que voilà, on a un point de vue professionnel aussi. Il y avait eu vraiment une prise de conscience, et notamment aussi via les différentes agences d'architecture, les différents directeurs avaient pris contact, ou le directement les architectes de l'urgence avaient pris contact avec eux, euh, parce que adhérents ou futurs adhérents, ou voilà, pour essayer de structurer un peu collectivement une approche. Donc et nous on s'était rencontrés pour voir quelles étaient vos capacités d'identification des situations sanitaires dans les centres d'hébergement. Et c'est vrai que voilà, tu m'avais indiqué que vous étiez en effectif extrêmement réduit, avec des sujets sur tout le territoire, bien évidemment, donc très complexe. Donc à ce moment-là, on nous a dit, nous on est en train de se structurer, on pense pouvoir être une vingtaine. On va aller voir dans chacun des centres d'hébergement, donner de nouveaux prérogatives aussi pour faire un diagnostic sanitaire, puisque c'est pas nos compétences. En tout cas, on n'était pas capable de structurer un cahier des charges ou une approche là-dessus à ce moment-là. Avec un premier diagnostic sur la structure et les gens. Parce qu'on a eu beaucoup d'échos sur des centres d'hébergement qui n'avaient pas été ouverts, finalement, ou en retard, en surpeuplement, avec des dégâts, plus des dégâts qui avaient l'air d'être causés par des personnes qui venaient chercher du matériel sur les structures pour construire chez eux. Donc c'est vrai que finalement, ça nous a beaucoup aidé d'avoir ce suivi aussi des ERP qui avaient pu héberger des publics. Et un groupe WhatsApp qui a fonctionné tant bien que mal, malgré le réseau. Ouais. Oui, c'est vrai, il y a eu très rapidement un groupe WhatsApp, donc qui s'est structuré depuis cette cellule informelle, qui s'est formalisée en fait dès le lendemain, avec les ordres de mission faits par le maire pour les différents architectes qui s'étaient portés volontaires, sachant que beaucoup aussi n'avaient pas la possibilité de rentrer en contact avec leur direction et autres. Donc et après très rapidement aussi le lien s'est fait par la suite, et évidemment la plupart des agences d'architecture étaient favorables à ce que une action se mette en place, et que les compétences des salariés soient mis en place. Et ça, encore une fois je le rappelle, mais il y a aussi en parallèle des gens qui sont venus aider, et
qui ont perdu leur toit, qui dormaient chez d'autres personnes, qui n'avaient pas les ressources. En fait, pour permettre aussi l'intervention de ces différents architectes, j'ai demandé à ce qu'il soit possible de mettre en place à minima des repas et l'essence, puisque les personnes n'habitaient pas forcément sur la commune de Mamoudzou, donc à défaut de pouvoir se nourrir et de pouvoir se déplacer, l'aide ne peut pas être apportée. Donc j'ai demandé à ce que cette aide soit mise en place de manière obligatoire. Et à ce moment-là, quand même, les échanges étaient déjà bien en cours avec la préfecture, donc pour prioriser certaines équipes, notamment les services techniques et tous les services qui avaient vocation à intervenir et à aider en post-catastrophe. Vous avez eu des rations? On a eu des rations, un repas par jour, ce qui était Tu peux en faire bien. 3 dans la ration. Oui, c'était des ouais, où il y avait de quoi répartir un petit peu. Donc ça permettait quand même d'avoir à évacuer une partie, sachant que on essayait tous un peu de rentrer chez nous avant la tombée de la nuit, parce que forcément, qui dit situation non maîtrisée à l'échelle du territoire, on a eu aussi l'inquiétude qu'il y ait des débordements, des pillages massifs et qui auraient été je peux pas légitimer ça, mais compréhensible. Quand on n'a plus rien, on va aller chercher des choses à droite à gauche, là où on est capable d'aller chercher des choses, quoi. On a eu, ouais. Et il y en a eu effectivement. Il y a eu un couvre-feu qui a été instauré Et, comme ça. et même nous, de manière assez surprenante, donc dans la coloc là, je sais plus si c'était le mardi soir ou le mercredi, donc qui a suivi le cyclone, la maison a été caillassée. Euh, et notamment, elle a été caillassée, je pense, parce que des personnes voulaient vérifier s'il y avait quelqu'un. Comme il y a énormément de tôles qui étaient entassées, tout de suite, les gens ont commencé à essayer de récupérer le maximum de ressources, notamment en allant chercher des choses qui étaient fonctionnelles, quoi. Ouais. Et c'est vrai que, en fait, de manière complètement folle, on a commencé à entendre des coups de marteau dès le samedi. Même le vent n'était pas encore retombé. On pensait qu'il y avait l'effet de l'œil du cyclone avec un retour des vents forts. Et on voyait des gens qui commençaient déjà à chercher à droite à gauche des choses pour s'en sortir. Ça, c'est vraiment un son qui nous a bercé les premiers jours. Ouais. Le coup de marteau permanent, même au-delà du coucher du soleil, et les gens qui avaient un peu de lumière. Et sinon, c'est vrai qu'il y a pas d'électricité, donc il y a que certains points où des personnes avaient des générateurs, mais là encore, il y avait l'accès à l'essence. Donc, on est vraiment à ce moment-là un peu livré à nous-mêmes, et avec l'idée de d'abord penser à essayer d'être sûr que déjà avec les personnes avec qui on habite ont tout pour pouvoir tenir, et sur une durée suffisante, vérifier que les voisins s'en sortent. Et voilà, notamment il y a un des colocs qui était enseignant, donc lui il était bouleversé parce qu'il pensait à ses élèves, quoi. Et il connaissait les conditions de vie de ses élèves. C'est quelqu'un qui est assez engagé dans son travail aussi. Donc voilà, ça lui arrive déjà de manière naturelle d'essayer d'emmener les enfants à la plage, ou de leur apporter des habits ou des denrées alimentaires. Et là, du coup, il réfléchissait à ce qu'il pouvait aussi faire pour aller les aider. Donc très rapidement, lui, sa mission pour lui, en tout cas celle qu'il pensait être la sienne, c'était d'essayer de prendre des infos de ses élèves, de voir comment il pouvait les aider. D'accord. Et est-ce que tu te rappelles de, je dirais, là on est en avril, donc un peu de toutes les phases après cyclone, jusqu'à la clôture des cellules de crise, au retour à la normale. Je sais que les premières 48 heures dans ma mémoire, elles sont assez intenses. Il y a eu les premières doses
première semaine, deuxième semaine, avec un peu l'arrivée des renforts, des denrées, de l'organisation. Et après, on a senti que les choses se faisaient, quoi, petit à petit. Parce que toi, t'en as un peu un souvenir de tout ça, de ce qui a été mis en place, des réalisations jusqu'à une sortie, en fait, de crise cyclone. Ouais. Bon, déjà, le travail avec les architectes, il s'est structuré. Donc, bah, notamment, on a construit un référentiel de diagnostic, ensemble, hein, aussi en échange avec l'ordre des architectes, avec les architectes de l'urgence, avec très fortement aussi avec la FPCNT. Et en fait, voilà, nous on travaillait quotidiennement. Voilà, en fait, il y avait plus de jours, plus de nuit, plus d'horaire. C'est que le premier dimanche, on était déjà dans un état de fatigue qui était assez important. Déjà. Le dimanche de la semaine suivante, Dimanche de la semaine suivante. parce que du coup on se déplaçait sur les différents, on voyait des choses, on entendait des histoires, il y a eu quand même beaucoup de choses qui sont pas vraiment ressorties, mais dans les centres d'hébergement il y a eu des agressions, des viols, il y a eu des actes de violence. Et le soir, les centres d'hébergement, bah, les effectifs étaient pas assez suffisants, et c'est normal parce que bah, chacun était déjà bloqué dans ses propres problèmes. Mais donc oui, on essayait aussi de relever quand on allait dans les différents centres d'hébergement s'il y avait eu des intrusions, des actes de violence. Et c'est vrai que sur certains centres, il y en a eu, quoi. Donc c'est vrai que en fait on emmagasine des informations, et après oui, il y a eu cette phase où en discutant avec différents professionnels de la santé, qui peuvent être des amis aussi pour certains, qui étaient déplacés ailleurs sur le département. Voilà, il a commencé à y avoir très vite des statistiques assez folles, et aussi parce qu'on voyait que tout l'habitat informel était par terre. Et là, on s'est dit, mais c'est sûr que on va soulever des tôles, on va trouver des cadavres à la pelle, quoi. Et c'est vrai qu'on entendait des échos. Oui, on a des personnes qui nous indiquent que potentiellement il y a 50 000 morts ou autre, quoi. Donc c'est vrai que le soir, quand on a fini les coups de fil qui viennent de métropole, de la Réunion, que ça soit pour le travail ou avec des proches, ou avec euh, c'est vrai qu'on a une charge mentale qui se met en place, où on se dit mais comment tout ça va se structurer. Et c'est vrai qu'en fait on les informations on les prenait aussi un peu de l'extérieur, donc avec des informations très partielles, et tous les fantasmes possibles et imaginables qui étaient relayés en direct sur la télévision nationale. Et donc c'est vrai que ouais, moralement on est là, on se dit ok, il faut absolument qu'on tienne le travail pour les autres, et qu'on obtienne des éléments. Et c'est vrai qu'on a commencé à avoir des rotations d'avions, mais c'était pas très clair. Et même au niveau de la mairie, les ressources, elles arrivent quand, comment, voilà, la mairie n'a pas vocation non plus à avoir des stocks de ressources. Donc très vite on est limité. Quand on va dans les différents centres, il y a des gens qui nous disent qu'ils ont jamais rien reçu, aucune aide médicale, aucune aide alimentaire. Et c'est vrai que même enfin je pense que jusqu'au dimanche, donc de la semaine suivante, il y a des gens qui nous disaient qu'ils avaient reçu aucune aide alimentaire, quoi. Et là on se dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et on voyait qu'il y avait une forme de cloisonnement aussi qui s'est créé. Même bien sûr qu'il y a eu des informations, mais tout le monde a été dépassé. Tout le monde a été dépassé, et on a senti très vite qu'il y avait, finalement, nous on pouvait s'appuyer sur l'organisation qu'on était en train de monter collectivement, et que là on savait où on allait et ce qu'on pouvait euh, relater du terrain, mais on n'avait pas
pas tellement de visibilité sur les autres actions qui étaient menées. Et bon, après, on voyait progressivement les services techniques déblayer les routes. Ça a été le premier signe extérieur. Et une fois que les routes ont été déblayées, les réseaux électriques ont commencé progressivement à être mis en place. J'ai des amis qui habitent en plein cœur de Mamoudzou, hein, qui jusqu'à mi-janvier n'avaient toujours pas d'électricité et d'eau chez eux, donc, dont toi notamment. Ouais. Aussi. Donc ouais, avec des situations très très variables et encore plus si on va dans les communes un peu plus isolées, moins peuplées du nord-ouest et du sud de Mayotte. Et après ouais, pour parler un peu de la retombée de cette activité, on va dire organisée en cellules. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà à l'échelle de la ville, les cellules, euh, elles, elles se sont constituées avec des personnes qui étaient des services différents. Donc moi, par exemple, j'étais en appui à la DGA, Action citoyenne. Or, c'est pas du tout l'endroit où je suis situé dans l'organigramme de la ville. Et donc voilà, tout s'est organisé un peu comme ça. Donc il y avait une quarantaine de cellules quand même. Et donc il y a un peu ce travail qui a été mené. Donc l'idée c'était, je crois que autour du 6 ou 7 janvier, je sais plus la date exacte, qu'on commence à reprendre une activité normale. Parce que bah, bon, bien évidemment, l'activité de cellules a dû se prolonger aussi parce que des initiatives avaient été mises en place et qu'il fallait avoir un suivi. Et bon après, à partir du moment où en tout cas dans mon cœur de métier, j'ai des chantiers, je savais très bien que les chantiers allaient pas redémarrer tout de suite, donc en termes de priorisation, je suis quand même resté un peu en lien avec ça, bien que bah, pareil, il y a quand même des engagements financiers, des choses, des courriers à faire, un état des lieux à faire aussi sur les travaux. Donc par parallèle de ça, voilà, il y a une espèce de forme de travail un peu hybride quoi qui se met en place. Et toujours pareil, voilà, avec un sentiment un peu partagé que on voit pas arriver l'aide escomptée. Pour moi, en fait, dans mon imaginaire de catastrophe naturelle, je sais pas, enfin, quand je regarde la télé, quand je me documente un peu, à chaque fois, j'ai l'impression de voir des équipes de personnes qui font du arpentage et qui viennent regarder sous les décombres. Et en fait, ce truc-là, je l'ai jamais vu. Je l'ai vraiment jamais vu sur le territoire. J'ai jamais vu des équipes organisées faire une battue, regarder sous les tôles. Et je sais très bien que jusqu'à aujourd'hui, il y a des pans entiers du territoire où personne n'est allé voir s'il y avait des morts ou pas. Et notamment, je me rappelle aussi être allé sur des points de vue un peu plus haut à la convalescence pour regarder au niveau du cimetière de Kawini, puisque je m'occupe de Kawini. Et effectivement, en regardant, je voyais quand même un certain défilé de personnes qui étaient là pour aller enterrer des personnes et voir des monticules de terre se creuser à certains endroits du cimetière. Donc effectivement, il y a eu des enterrements. Oui. Il y a eu un certain nombre d'enterrements qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas été relatés. Et Le chiffre officiel, c'est 39 morts et des milliers de blessés. Donc, et en fait, ce sont les 39, ce sont finalement les morts qui ont été rattachés à l'hôpital, oui, tout à fait. l'hôpital de Mayotte. Et encore, même moi personnellement, hein, j'ai un doute parce que il y a les morts enregistrés, donc où on a pu identifier que c'est une cause qui est liée de manière directe au cyclone. Mais il faut pas oublier que à Mayotte, il y a quand même un certain nombre de personnes en dialyse. Il y a des personnes qui ont des maladies chroniques. Est-ce que ces personnes-là sont comptabilisées sur les 39 morts? Bien évidemment que non.
Donc déjà, si on peut recueillir ces informations d'un point de vue médical, je suis sûr que le bilan est bien plus énorme que ça. Tout simplement parce que des gens qui ont besoin de soins quotidiens n'ont pas eu ces soins. Et après, de toute façon aussi, on l'a vu sur le nombre de personnes qui sont allées sur le camp médical de Cavani. Je sais pas. Enfin, moi, j'ai entendu des chiffres de 200 personnes traitées quotidiennement. Mmh. C'est énorme. Il y a un certain nombre, non, voilà, et un certain nombre de personnes qui, de toute façon, de manière générale, à Mayotte, les personnes, quand elles ont des coupures, des infections, attendent vraiment le dernier moment pour aller se faire soigner, parce que pas les réflexes, parce que il y a d'autres manières de se débrouiller médicalement, ou aussi parce que la personne est dans une situation administrative qui lui fait craindre qu'elle pourra aller se faire soigner sans risque pour son existence sur le territoire. Et donc très certainement aussi beaucoup de gens ont été enterrés et non comptabilisés parce que de toute façon elles n'ont pas d'existence officielle sur le territoire. Est-ce que toi, tu as un commentaire à faire sur la gestion globale de cette crise? Finalement, tu parles de tes actions et de cette effervescence de la mairie, du cloisonnement, du fait que tu t'attendais à avoir des équipes de secours. Voilà, quel est ton sentiment général sur la gestion du cyclone Chido? Bah, forcément, j'ai une vision un peu mitigée. Puisque j'ai pu voir aussi cet élan de solidarité, cet engagement de personnes voilà, qui vraiment se mettent dans une position qui n'a plus aucun lien avec une activité professionnelle classique, hein, où voilà, l'engagement est total. Et en parallèle de ça, j'ai vraiment l'impression qu'on est passé à côté de beaucoup de choses, avec des informations mal relayées, avec des tensions aussi qui se sont créées entre différentes organisations, et vraiment avec un manque de visibilité sur vraiment, mais qui est-ce qu'on doit aller voir, qui chapeaute euh, cette organisation, qui chapeaute l'aide humaine, l'aide matérielle, quels sont les volumes d'aide matérielle qui arrivent sur le territoire. Tout ça, on n'arrivait pas à avoir des infos. Par exemple, sur les bâches. Donc nous, on a préconisé très rapidement l'installation de bâches sur certains des centres d'hébergement. Mais on n'arrivait pas à joindre les personnes qui étaient censées avoir ce matériel, ce stock de matériel. Et en fait, il y avait vraiment, après, voilà, c'est un ressenti personnel, mais j'ai l'impression que on était un peu un bateau un avion sans pilote à bord, quoi. Et donc la structuration, pour moi, elle s'est faite par le bas. J'ai vu des personnes de la société civile s'engager auprès de différentes associations pour aller intervenir dans les quartiers, essayer d'apporter des premiers soins. Ça, je l'ai vu. Surtout dans les quartiers où en fait, qui sont inaccessibles, et d'autant plus inaccessibles par les contextes cycloniques et les dégâts qui ont été créés. Donc pour moi, il y a clairement des axes d'amélioration à apporter, et même je pense qu'à l'échelle du territoire, il n'y a pas vraiment d'organisation qui était préétablie sur qu'est-ce qu'il faut faire et quelles sont les procédures à suivre, avec les disponibilités en termes de lieux d'hébergement et de stock de ressources, même des lits de camp. Je sais que aux Antilles, il y a des endroits dans les équipements publics où on a des stocks de lits de camp, de ressources, de matériaux, de pelles ou autres,
pour justement faire face et dire bon ben voilà, on a accès à ces éléments-là. Ah ben, y a pas du tout ça. Mmh. Il y a pas du tout ça. Donc pour moi, il y a une gestion qui est clairement perfectible et je crois fortement qu'il y a une amélioration qui va se faire dans ce sens-là et que bien évidemment c'est une réflexion collective qui est en cours pour faire en sorte d'être préparé à l'avenir. Et de toute façon, on sait que ce type de phénomène va s'accentuer euh, avec des conséquences qui peuvent être encore plus terribles. Et notamment, on a ressenti une secousse la semaine dernière. Je sais pas si toi tu l'as ressenti ici. Bon, c'est très léger. Pas de secousses, pas Mais... des petits ouragans. On a eu également après le cyclone ouais, qui c'est va vrai. apparaître. Mais mais tu vois, par exemple, dans le milieu Professionnel. professionnel, en lien avec la gestion des risques, qu'ils soient anthropiques ou naturels, euh, on est sûr que s'il y a un séisme, les conséquences vont être totalement différentes, et notamment parmi les équipes, les premières équipes d'architectes qui sont arrivées de La Réunion, il y a un monsieur qui lui avait eu l'occasion d'intervenir à Haïti. Je crois que c'était en 2015, 2016, j'ai plus la date exacte. Et là, effectivement, ce qui est relaté, c'est que en l'espace de quelques secondes, on fait face à une situation où on a 50, 60, 70 000 morts qui sont presque de manière instantanée. Pourquoi? Parce que les constructions en béton s'effondrent, les dalles tombent sur les personnes, et là-dessus, on ne peut plus rien faire. Et quand on connaît la qualité des constructions sur le territoire, et notamment en fait, peu de constructions sont faites encadrées par des professionnels ou encadrées en tout cas par des règles de construction. Je ne fais aucun doute que cette situation peut arriver à Mayotte. Et là, aujourd'hui, pour pouvoir changer ça, il n'y a aucun levier. C'est-à-dire que tout le territoire, à 90%, en dehors des équipements publics, et encore, ils n'ont pas tous résisté, mais tout est susceptible de subir des conséquences énormes euh, en cas de séisme. Et cette crainte, elle est là parce que notamment on a un volcan actif sous-marin qui a une croissance, je pense, record à l'échelle globale, qui attire d'ailleurs le regard des scientifiques du monde entier. Et bien évidemment, ce volcan a aussi un lien avec les chambres magmatiques et toute l'activité sismique du territoire, quoi. C'est vrai que c'est un sujet qu'on avait abordé ensemble, enfin pas tous les deux, mais avec la FPCNT, de notre capacité à nous préparer face à des catastrophes naturelles. Je pense que les bilans des ateliers étaient quand même assez négatifs, de savoir qu'il y avait beaucoup de professionnels qui étaient conscients du risque, et par contre de se dire que l'ensemble du territoire n'était pas prêt et qu'on n'arrivait pas à mettre en place forcément des choses pour soit le préparer, soit faire en sorte que il soit plus résilient sur ce genre de catastrophe, quoi. Ouais. Et du coup, je n'ai quasiment plus d'autres questions. C'est, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose pour les gens qui vont écouter le podcast, qui serait un peu hors des clous de simplement expliquer l'événement, mais voilà, quelque chose dont tu voudrais parler en plus? Là, comme ça, j'avoue que j'ai pas de sujet en plus, mais ouais. Un remerciement, un coucou, pas des mouvements de solidarité, parler de ce qui t'a choqué. Ouais, une pensée solidaire avec les autres outre-mer qui vivent aussi d'autres situations, et du coup aussi parce qu'on a vu un élan de solidarité d'autres collectivités au département d'outre-mer. Donc très vite, il y a des liens qui ont été créés, notamment avec Saint-Martin, avec la Guyane, avec les Antilles de manière générale, avec la Réunion bien évidemment. Donc voilà. Et il y a vraiment, je pense, une réflexion globale à apporter
sur nos échanges et nos problématiques communes, mais je pense que ça aussi c'est des choses qui sont en cours, mais que ça mérite d'être vraiment porté et structuré de manière cohérente, quoi. Donc un grand merci à nos pairs des autres des autres collectivités D'accord. Merci à et à toi. l'élan national, hein, Oui. évidemment aussi, hein, bien évidemment il y a eu quand même il faut pas aujourd'hui on va dire les premiers résultats, les premières actions que l'on voit, elles sont liées en grande partie à des financements qui sont liés aux dons. Donc là-dessus, enfin voilà, la solidarité, c'est, je pense, la première étape, le premier réflexe humain pour avancer et apporter des pistes de solutions pour apporter voilà une aide dans l'urgence, même si d'autres choses devraient être faites, mais c'est ce qui marche en tout cas. D'accord. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi pour ce moment. Vous venez d'écouter un épisode de la Bibliothèque des Mémoires. J'aimerais remercier les personnes qui ont participé à la création de cet épisode, du montage au témoignage, et vous remercier pour votre écoute. À bientôt pour un prochain épisode.